Bonjour à tous, je suis Roger Vendôme, je suis le Chief Data Scientist de Neos. Le groupe Neos est basé à Montréal et nous sommes avec une branche ici à Toronto, parce que je suis moi-même ici en ce moment à Toronto. Et le groupe Neos est dédié à tout ce qui est intelligence artificielle, data science. On fait des projets particuliers sur les data science. Donc, nous avons un groupe de services en data science, analytics, BI et machine learning et AI. Une division formation, où nous donnons des cours, maintenant beaucoup de cours à distance, comme le font beaucoup de personnes en ce moment. Et également une division accompagnement de start-up, toujours dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle dans notre entreprise, en particulier dans une PME. On se dit souvent que l'intelligence artificielle sera réservée à de grandes entreprises qui en ont les moyens, mais en fait, il y a beaucoup de possibilités également pour des entreprises plus moyennes ou des PME. Donc, on va essayer de regarder un petit peu ça. Le but sera de vous donner une méthode. Donc, le but, c'est de voir donc, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette intelligence artificielle dans l'entreprise. Pour ça, ce que l'on va faire, c'est déjà de vous rappeler des définitions et la nature de l'IA. Un des challenges que je vais avoir ce matin avec vous, c'est que je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de l'intelligence artificielle. Donc, on va prendre les premières 15 minutes pour revoir un petit peu ce que c'est, revoir les définitions et être sûr qu'on part tous sur les mêmes bases. Ensuite, on va regarder quelles sont les questions à se poser et les méthodes pour commencer à entreprendre un projet en IA dans son entreprise, savoir si ça vaut le coup, s'il y a une opportunité et ensuite comment le faire. On regardera bien entendu quels sont les pièges à éviter, il y en a beaucoup. Et à la fin, je vous montrerai très rapidement un exemple de ce qu'il est possible de faire. C'est juste un exemple parce que les possibilités, la panoplie est tellement large, on ne pourra pas tout voir, mais ça vous donnera, j'espère, une petite idée de ce qu'il est possible de faire. Alors, commençons déjà au début par un rappel de ce qu'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, je vais essayer de résumer un cours que je fais normalement en 3 heures. Je vais essayer de le résumer en 10 minutes. C'est un challenge, mais on va le faire. D'abord, on va regarder quelques définitions. On va d'abord regarder ce qu'est l'intelligence, puisqu'avant de parler d'intelligence artificielle, essayons d'abord de comprendre ce qu'est l'intelligence tout court, ce qu'on appelle l'intelligence naturelle. Une définition que j'aime bien ici, donc vous voyez la capacité d'apprendre, de déduire des informations, de reconnaître des motifs répétitifs, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. Et c'est là où on touche au cœur de la problématique de l'intelligence artificielle, c'est essentiellement la prise de décision. Puisque la prise de décision de l'être humain, qui est nécessaire, puisque un être humain, pour évoluer, doit prendre des décisions et faire des choix, pose un problème qui est dû à l'incertitude du futur. On a beaucoup de difficultés à prendre des décisions, c'est un processus anxiogène, en raison de l'incertitude du futur. Comme on ne saura jamais si la conséquence de notre décision sera la bonne, on a beaucoup de mal à prendre cette décision, à se lancer dans une direction, à faire un choix, puisque basiquement, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on est toujours dans cette incertitude-là. Donc, le cœur, c'est véritablement la décision, et là, vous avez une possible définition de la décision. On est encore dans un process cognitif de sélection de mode d'action. Et donc, au bout, on arrive, c'est un processus qui conduit à un choix et qui peut parfois conduire à une action. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un choix, alors parfois ça conduit à une action, et c'est là où véritablement on voit dans le domaine de l'intelligence artificielle, où on est vraiment dans l'IA lorsque on conduit à la fin à une action qui va être générée, qui va être automatisée. C'est là où on va avoir besoin de robotique en particulier, de façon à pouvoir générer une action à partir d'une décision ou d'un choix qui a été pris par un algorithme.
Vous avez ici une définition de l'intelligence artificielle, elle est en anglais, donc c'est the Study of Design of Intelligent Agents. C'est la définition de Russell et Norvig qui ont édité le manuel de l'intelligence artificielle, Intelligence artificielle, une approche moderne, qui est un énorme livre, qui est une référence dans le thème de l'intelligence artificielle. Et là, il parle d'agents intelligents. Donc l'agent intelligent, c'est la capsule, c'est l'entité physique qui va regrouper l'ensemble des éléments de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'acquisition des données, l'analyse des données, la mise en perspective et l'identification des motifs répétitifs, l'application d'un logiciel et d'un algorithme qui va, à partir de ces motifs, les comparer et mettre en œuvre et sortir une probabilité d'existence ou probabilité d'occurrence d'un événement ou probabilité d'existence, et à partir de cette probabilité, décider d'un choix et agir sur ce choix et donc générer une action. C'est exactement la façon dont nous fonctionnons, nous, c'est exactement pareil, on fait la même chose, nous acquérons des données, nous les mettons en perspective par rapport à nos expériences passées, on calcule une probabilité et on va vers la direction qui, d'après nous, a la meilleure probabilité de réussite, c'est-à-dire la meilleure probabilité de gain par rapport à la probabilité de perte, puisque nous faisons toujours nos actions et nos choix en fonction de qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner. Et donc, on va dans la direction qui va optimiser les gains par rapport aux probabilités de perte. Et à ce moment-là, on va donc générer une action, avec nos moyens d'action qui sont la parole, nos membres, etc. Donc la robotique essaye de mimiquer, de reproduire ce genre de choses. Les origines de l'IA, pour arriver à comprendre un petit peu d'où ça vient, l'origine, donc véritablement, la raison d'être, c'est la décision. L'être humain a besoin de décider pour évoluer et la prise de décision est difficile à cause de l'incertitude du futur. Donc nous sommes condamnés à décider dans l'incertitude. Pour essayer de pallier cette difficulté, ce que ça représente, de tout temps, de tous âges, depuis que l'être humain est sur Terre, on a essayé de deviner un petit peu ce qui allait se passer dans le futur, de lever un petit peu le voile du futur. Donc on a tout essayé. On a interrogé des devins, des mages, on a lu dans les étoiles, dans les boules de cristal, on a ouvert des entrailles de poisson pour savoir si on pouvait prendre la mer. On a véritablement tout essayé avec plus ou moins de succès, jusqu'en 1654. Et en 1654, en France, Blaise Pascal invente les probabilités. Donc une branche des mathématiques qui sont les probabilités. Les probabilités ne sont rien d'autre que la quantification, donc à travers les mathématiques, de la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur en comparant à ce qui s'est passé au préalable. Donc on prend des expériences passées et à travers une manipulation mathématique, on va calculer la probabilité qu'un événement puisse se passer dans le futur. Depuis, je vous rassure, on n'a rien changé. C'est-à-dire que les mathématiques n'ont pas changé. Les probabilités sont restées les mêmes, ça s'est beaucoup amélioré, ça s'est beaucoup modernisé, mais les principes de base sont exactement les mêmes. À partir de là, des éléments majeurs, on a eu en 1945 Turing qui a commencé à penser la possibilité qu'une machine puisse reproduire le raisonnement humain. Il a mis en œuvre le fameux test qui porte son nom, le test de Turing, qui permet de définir si une machine peut penser comme un être humain. Donc le principe très rapidement, c'est que vous avez dans deux pièces différentes, une machine et un être humain. Un deuxième être humain pose des questions et les réponses viennent alternativement de l'être humain ou de la machine et il doit faire la différence. S'il n'est pas capable de faire la différence entre les réponses qui viennent de la machine et de l'être humain, on définit que la machine est au niveau de l'être humain dans ses réponses. Au début des années 50, Isaac Asimov, donc lui n'est pas un scientifique, c'est un auteur de romans, mais c'est un des premiers à avoir commencé à penser
a la possibilité de vivre avec des robots. Donc il a écrit toute une série de romans qui s'appellent Les Robots, que je vous conseille fortement de lire si vous ne l'avez pas fait, qui va imaginer la vie dans un futur entre l'espèce humaine et les robots avec une cohabitation des deux, qui lui a permis d'édicter un certain nombre de règles, les fameuses 3 règles d'Asimov. Je vous reporte à ça si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est intéressant à étudier. Moment intéressant, en 1956, on a John McCarthy lors d'une conférence à Dartmouth qui utilise pour la première fois l'expression intelligence artificielle. Donc ça, c'est véritablement à ce moment-là que ça commence, donc c'est relativement récent. En 1960, on a les grandes étapes. Au début des années 60, on a la première réalisation des réseaux de neurones. Donc là, on évolue des algorithmes mathématiques simples à un algorithme mathématique beaucoup plus complexe qui essaye de reproduire la façon dont on pense fonctionne le cerveau humain, donc avec des cellules, avec des neurones qui reçoivent une information, qui la transforment et qui ensuite décident de la laisser passer ou pas, et qui va être retransformée au fur et à mesure des étages dans lesquels elles vont passer. Au début des années 80, une révolution qui est celle du machine learning, dans ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique, qui est une véritable révolution parce que c'est la modélisation prédictive qui devient dynamique. Donc au lieu de refaire des modèles régulièrement une fois que les modèles sont obsolètes, on va être capable d'avoir un modèle une fois pour toutes qui va changer, qui va s'adapter à un environnement changeant. C'est une technique qui est relativement complexe, qui est récente, donc des années 80, et qui a véritablement engendré un changement total et une révolution dans la façon dont on a abordé ces outils. En 2012, on a l'avènement du deep learning. Qu'est-ce que c'est que le deep learning? C'est l'utilisation de réseaux neuronaux profonds. Donc, un réseau neuronal, c'est une succession de couches. On a une couche d'entrée, une couche de sortie, puis entre les deux, on a des couches cachées. Lorsque vous avez plus de 5 couches cachées, donc 7 couches au total, on commence à parler de réseau neuronal profond. On a une profondeur en termes de couches. Cette profondeur va apporter beaucoup plus de précision, de complexité et de précision dans la prédiction et la modélisation. Ça pose un certain nombre de problèmes. Les réseaux neuronaux sont par nature extrêmement instables et plus on ajoute des couches, plus l'instabilité augmente. Il est donc difficile, c'est pour ça qu'on a une barrière. Quand on commence à avoir un réseau neuronal dit profond, il est extrêmement difficile à contrôler et à stabiliser. Même si on arrive à le faire, et on a maintenant des réseaux neuronaux qui sont extrêmement profonds, puisque l'on a une autre révolution qui est arrivée en 2015 avec un réseau neuronal très connu qui s'appelle ResNet, qui lui a 152 couches. Donc vous voyez, on est loin de la barrière des 7 couches du réseau neuronal profond, qui a 152 couches et qui, pour la première fois, a démontré et officialisé que la machine est meilleure que l'homme à identifier des images. Donc on fait des tests, on donne des images à identifier. L'homme se trompe en moyenne 5% sur ces images. En 2015, ResNet a fait un taux d'erreur de 3,5%, donc meilleur que l'être humain à reconnaître des images. Depuis, on a reconnu des images, on a reconnu du texte, on a reconnu des sons et du langage. On est maintenant sur un domaine beaucoup plus pointu et beaucoup plus complexe qui est ce qu'on appelle NLP, Natural Language Processing, donc le processus de reconnaissance de langage naturel, qu'il soit écrit ou verbal. Donc voilà où on en est en ce moment, c'est allé très très vite. Et surtout, ça va en s'accélérant. Donc aujourd'hui, on a de nouvelles découvertes à peu près toutes les semaines ou tous les mois. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il faut se tenir au courant. Je vais revenir sur un certain nombre de bases également qui sont comment est-ce que l'on prend, puisque le principe, je vous l'ai dit, c'est de prendre la décision. Comment est-ce qu'on prend ces décisions et de quoi est-ce qu'on a besoin pour prendre une décision? Et en fait, on a un cheminement, comme vous le voyez ici, de la donnée vers le savoir.
Donc on commence ici avec la donnée. Donc la donnée, c'est par exemple ce qu'on va avoir sur une feuille Excel, c'est simplement un chiffre, des lettres, c'est ce qu'on va avoir de base. Simplement, cette donnée, sans aucune analyse, ne va pas pouvoir nous permettre de prendre une décision. Il faut qu'on commence à l'analyser, la mettre en perspective, et c'est comme ça qu'elle va devenir une information. L'information va être la mise en perspective la mise en contexte de cette donnée. On va lui donner une origine, on va lui donner un but, on va lui mettre un contexte, on va lui donner une échelle, et à ce moment-là, on va avoir une information. Mais cette information ne va toujours pas être suffisante pour prendre une décision, parce qu'il va nous manquer quelque chose, c'est la mise en perspective qui va nous donner le savoir. La mise en perspective du savoir, c'est la mise en perspective avec des éléments passés, c'est la comparaison avec ce qui s'est passé avant. Et c'est uniquement par cette comparaison et l'identification de motifs répétitifs que l'on va avoir ce savoir qui est la probabilité d'occurrence d'un événement. Donc on en revient toujours au même cercle, on en revient à la même chose, qui est la nécessité de prendre une décision, et pour prendre une décision, la nécessité de connaître la possibilité d'occurrence dans le futur, face à l'incertitude du futur, la probabilité d'occurrence qui est calculée de façon mathématique. Alors après, on va plus loin, parce qu'on a également la compréhension qui est la compréhension du mécanisme de décision. Si on comprend notre mécanisme de décision, eh bien, on va pouvoir l'adapter, on va pouvoir le contrôler, on va pouvoir faire des simulations. Et puis, les chercheurs vont plus loin avec la sagesse, où la sagesse, c'est lorsque le principe de décision, ce processus de décision, est complètement absorbé et intégré chez nous d'une manière telle qu'on peut le mettre en œuvre sans y réfléchir. Donc ça devient un sixième sens, ça devient un gut feeling, ça devient de la sagesse. Ces processus de décision sont devenus complètement automatiques, on n'y pense pas. Et ils tournent dans notre subconscient en fond de tableau, et nous donnent des informations en termes de choix, de direction, sans véritablement ils vont guider nos choix sans véritablement qu'on s'en rende compte. Mais le principe est toujours le même. Donc ça, c'est à garder en tête lorsqu'on pense à ces projets en IA, bien comprendre le processus. C'est-à-dire qu'un projet en IA doit répondre à une question, et qu'il va répondre à cette question par la probabilité d'occurrence d'un événement qui va nous permettre de faire un choix et de prendre une décision. Donc vous commencez à entrevoir déjà que là où on va pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle, ça va être essentiellement là où on va avoir des choix à faire, là où on a à prendre des décisions. Partout où on a des décisions à prendre et on n'est pas certain de la décision parce qu'on est justement dans certaines incertitudes et ça pose un certain nombre de problèmes, là il va y avoir des possibilités d'action et d'utilisation de l'intelligence artificielle. À partir de ce concept-là, on a commencé à mettre en place un certain nombre de produits dans tout ce qui est aujourd'hui sous l'ombrelle des sciences des données. Et sous ce chapeau des sciences des données, on a des produits qui vont en complexité croissante parce qu'ils vont répondre à des questions bien particulières, à des questions différentes. La première étape, ce sont les analyses descriptives. Les analyses descriptives, c'est la description de ce que l'on a aujourd'hui. Ce sont des analyses statistiques, ça va être essentiellement des distributions, donc on va l'avoir sous forme de distribution, sous forme de graphe, sous forme de camembert, de pie chart, sous forme d'histogramme. C'est une description de ce que l'on a aujourd'hui. On va aller un petit peu plus loin ensuite avec les analyses diagnostiques. Les analyses diagnostiques répondent à la question « qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que j'ai ça ?» Donc on va regarder le passé, on va aller regarder ce qui s'est passé avant et on va essayer d'établir des corrélations entre ce qu'on a pu observer avant et ce qu'on observe aujourd'hui, pour essayer de comprendre quelle pourrait être éventuellement l'origine, l'explication de la situation que l'on a aujourd'hui. Donc vous voyez que analyse descriptive, on regarde le présent, analyse diagnostique, on regarde le passé et le présent en essayant de trouver des corrélations.
Et l'analyse diagnostique, c'est le monde du business intelligence, du BI, de l'intelligence d'affaires, comme on l'appelle. Donc, on a ces tableaux avec une quantité de graphes qui nous donnent cette information qui est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et qu'il compare avec hier et qu'est-ce qu'on avait hier, avec un certain nombre de graphes qui évoluent. Mais vous voyez que là, on a de l'information. C'est-à-dire qu'au début, on a de la donnée, ensuite là, on a de l'information, on la met en perspective, mais on n'a toujours pas ce savoir. C'est-à-dire que l'analyse descriptive et l'analyse diagnostique ne nous permettent pas de prendre une décision, ne nous donnent pas ce savoir qui va nous permettre de prendre une décision éduquée. On peut toujours bien prendre une décision, mais on sera toujours dans l'incertitude. Prendre une décision comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire un peu à pile ou face, ou avec ses propres informations à soi, mais sans aide extérieure. L'aide extérieure des mathématiques, des probabilités, ne vient qu'avec l'analyse prédictive. Et là, il y a un mur entre les deux, puisque pour sauter vers l'analyse prédictive, là, on a besoin de mathématiques qui peuvent être extrêmement complexes. C'est le monde de la modélisation prédictive. Donc, on va utiliser des modèles, donc une simplification de la réalité, de façon à pouvoir mettre en œuvre des simulations et en fonction des situations présentes, calculer la probabilité d'événement, la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. Donc c'est là véritablement que se joue le cœur de l'intelligence artificielle, c'est dans la modélisation prédictive, qui va nous donner ce savoir. On a une étape supplémentaire dont on parle peu, c'est l'analyse prescriptive. L'analyse prescriptive et la modélisation prescriptive, c'est en fait la même chose que la modélisation prédictive. Mathématiquement, c'est la même chose, mais simplement à l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du prédictif, on va calculer la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur en fonction d'un présent donné. Donc on a quelque chose présent, on a un contexte, une situation présente, elle nous est donnée. À partir de ce présent-là, quelle est la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur? Le prescriptif, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se donner un événement dans le futur et on veut que cet événement arrive. Et en faisant le calcul inverse, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut changer notre présent de façon à augmenter la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. Comment puis-je changer mon contexte présent de façon à ce qu'un événement bien particulier que je veux qui arrive dans le futur ait le plus de probabilité possible d'arriver. C'est par exemple le domaine du marketing. Je veux vendre un produit, ça c'est l'événement que je veux qui arrive dans le futur. Dans le futur, je veux que le maximum de personnes possibles aillent acheter ce produit. Qu'est-ce que je dois changer dans mon univers présent pour augmenter cette probabilité? Les principes mathématiques sont les mêmes, on cherche des corrélations, on cherche des probabilités, mais simplement le raisonnement est inversé. Et enfin, dans ce domaine, on a les systèmes autonomes qui sont le véritable royaume de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, il y a une autonomie totale, c'est-à-dire que de l'acquisition des données jusqu'à l'exécution de la décision, l'ensemble est automatisé. C'est-à-dire que l'humain n'y est plus. L'humain y a été au début, bien entendu, pour paramétrer. L'humain a fait un choix en mettant en place des paramètres, en définissant des liens entre les probabilités et des actions, mais une fois que ce choix est fait, il est paramétré, il est automatisé, l'humain se retire et la machine va répliquer ce processus de décision en fonction des données qui lui parviennent. Donc elle va acquérir des données, modéliser ces données, calculer une probabilité d'occurrence, comparer cette probabilité à un tableau qui lui est donné et en fonction des probabilités, aller dans une direction et exécuter une action en fonction d'un choix. Là, on est dans le monde de l'intelligence artificielle et dans les systèmes autonomes. Voilà un résumé de ce que l'on a aujourd'hui à notre disposition pour modéliser. Donc le monde du machine learning est en fait le monde de la modélisation prédictive. Quand on parle de machine learning, c'est simplement de la modélisation prédictive dynamique, c'est-à-dire que l'on n'a pas à refaire les modèles en permanence. Ces modèles vont s'adapter en fonction du changement, de l'évolution du contexte, de l'évolution de l'univers.
Le monde du machine learning, donc de la modélisation prédictive, est résumé sur ce tableau, sur ce slide, où vous avez deux types de modèles bien particuliers qui sont les modèles supervisés et les modèles non supervisés. Donc le modèle supervisé, il y a une réalité qui est donnée. Donc là, c'est essentiellement le monde des classifications et des régressions. Une régression, c'est quelque chose qui va nous donner un nombre, une dimension. Une classification, c'est la probabilité d'appartenance à une classe, avec des classificateurs particuliers qui sont les classificateurs binaires avec simplement deux possibilités. C'est vrai ou c'est faux, ça se passe, ça ne se passe pas. Ceux-là sont très utilisés. De l'autre côté, on a les modèles non supervisés qui sont essentiellement de la segmentation. On met les données, il n'y a pas de vérité, le modèle va trouver la meilleure possibilité de segmenter notre population. On va passer brièvement sur l'apprentissage par renforcement, qui est un domaine vraiment très très particulier, ou qui est essentiellement dans la robotique, où un modèle va apprendre en fonction de l'expérience, on lui dit ce qui est bien ou pas, et quand il fait quelque chose, on va le récompenser ou le punir, et en fonction de ça, il va apprendre ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est par renforcement. Donc voilà en gros, très très schématiquement, les outils que l'on a et dont on dispose. Donc maintenant, voyons comment est-ce qu'une fois qu'on a tous ces outils-là, qu'est-ce que l'on peut en faire? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Et conservez bien en mémoire le principe fondamental. On cherche essentiellement là-dedans à automatiser une décision en fonction d'une probabilité. Donc on va chercher d'abord à calculer la probabilité d'occurrence d'un événement et en fonction de ça, on va faire des choix et on va automatiser des actions. On a un certain nombre de domaines aujourd'hui dans lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle avec plus ou moins de succès et d'impact. Vous avez ici un tableau qui va résumer les domaines dans lesquels on pense que ça a le plus d'impact. Donc on a tout à fait en haut le retail. C'est vrai que dans le retail, il y a énormément de possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser des décisions d'approvisionnement, comprendre les comportements d'achat, etc. Dans le transport, les voyages, healthcare, exactement. Donc, même des domaines comme l'agriculture, il y a énormément de choses qui sont possibles dans ce domaine-là, domaine pharmaceutique et télécommunications. Vous voyez, il y a énormément de domaines dans lesquels il est possible d'utiliser cette intelligence artificielle dans laquelle elle va démontrer de la valeur. La façon dont elle va démontrer de la valeur, vous le comprenez, c'est en aidant à prendre cette décision, donc en optimisant des process. Donc, vous devez toujours garder en tête le principe de l'optimisation. C'est-à-dire que l'on doit pouvoir faire mieux et plus vite. Ce sont vraiment les deux facteurs. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va vous aider à faire quelque chose que normalement l'humain fait, mais ça va le faire mieux, c'est-à-dire avec moins d'erreurs, et ça va le faire plus vite. Et plus vite, c'est souvent beaucoup plus vite. C'est là où il va y avoir une optimisation du processus et c'est là où ça va apporter de la valeur. Les potentiels par industrie sont résumés ici. C'est un des derniers tableaux de McKinsey. On voit en premier les voyages. C'est vrai que vous savez que dans le monde du voyage, il y a énormément d'optimisation à faire, à commencer par les prix, la logistique, les trajets, l'optimisation de consommation de carburant, etc. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. Dans la logistique, par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va vous permettre de calculer la probabilité de rupture d'une pièce mécanique et d'en permettre le changement optimal, c'est-à-dire que l'on ne va pas tomber dans le changement systématique d'une pièce, même si elle fonctionne très très bien, on va la changer juste au moment où il le faut et avant qu'elle casse. Donc on a une optimisation du process à ce niveau-là. Donc ça c'est un très très gros domaine d'application. Vous en voyez plusieurs ici. Le banking est un petit peu plus en retrait. En fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de possibilités, il y a d'énormes possibilités d'application de l'IA dans le banking, mais en fait, le monde bancaire est un petit peu conservateur et souvent un petit peu en retrait et a du mal à adopter ce genre de nouvelles méthodes. C'est pour ça que c'est un petit peu en retard.
On trouve tout à fait en bas Aerospace and Defense, et donc défense et aérospace. C'est certainement pas en bas, en fait. Il y a énormément de possibilités, énormément de potentiel. C'est simplement qu'ils ne partagent pas ce qu'ils font. Mais on a beaucoup de domaines. Le healthcare en particulier aussi a énormément de potentiel, en particulier dans le domaine du diagnostic. Donc voilà les applications ici très résumées, les applications possibles un peu dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, on va avoir aujourd'hui très utilisé, qui est l'utilisation de ces classifiers qui peuvent identifier et lire des images. Donc ça se fait pour tout ce qui est imagerie médicale, que ce soit des rayons X, des tomographies ou autres. Ces images digitalisées vont être lues par un réseau neuronal, qu'on appelle un CNN, un réseau neuronal convolutionnel, qui va lire cette image, en détecter les différents éléments, va les comparer avec une base de données d'éléments précédents, historiques, et va pouvoir établir un diagnostic. Ensuite, ces informations-là sont passées à ce qu'on appelle un RNN, un réseau neuronal récurrent, qui, lui, va être capable d'écrire. Il va pouvoir écrire un rapport complet, parfois de plusieurs pages, en fonction des éléments qui ont été donnés par le CNN. Donc, on a un CNN et un RNN qui vont analyser l'image et faire un rapport. Donc ça fonctionne beaucoup en ce moment dans le domaine de l'imagerie médicale et donc du diagnostic. Tout ce qui est retail, on l'a vu, dans le domaine essentiellement de la logistique, de l'approvisionnement et de la compréhension des attitudes de consommation. Dans la finance, parce qu'il y a bien entendu toujours des choix à faire immédiats qui sont des choix à acheter ou vendre, investir ou autre, et là, il y a bien entendu un domaine d'application. Dans la sécurité, c'est beaucoup utilisé, en particulier dans les grandes villes. Les Chinois sont très en avance par rapport à nous, et dans une grande ville chinoise de plus de 10 millions d'habitants, la moyenne de temps pour l'appréhension d'un malfaiteur est de 7 minutes. Parce qu'on peut le reconnaître très facilement dans la rue, non seulement par la reconnaissance faciale, mais par une reconnaissance de démarche, de silhouette et de démarche. Et ensuite, on peut facilement guider les forces de l'ordre vers cette personne. Donc, ils appréhendent une personne en moins de 7 minutes à partir du moment où elle a été identifiée. Le contrôle du trafic, de la circulation, ça, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la gestion de la ville intelligente. La gestion de la ville intelligente, comme la sécurité, c'est la sécurité, le trafic, l'énergie, l'éducation et la santé. Ce sont les 5 piliers de la ville intelligente dans lesquels on a énormément d'applications d'intelligence artificielle pour optimiser les process en faisant des choix. Télécommunications, bien entendu, que ce soit dans la gestion des serveurs et des communications que dans la gestion des clients et de la consommation des produits. Dans le domaine du manufacturing, dans le domaine de l'industrie manufacturière, on a beaucoup d'utilisation de l'IA dans l'optimisation des process, bien entendu, pour optimiser les process de fabrication, les processus de fabrication dans les chaînes de fabrication, prendre des décisions de réorienter une chaîne, par exemple, c'est une décision à prendre. Cette décision peut être automatisée par l'intermédiaire et avec l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Des contrôles de qualité. Avec Neos, on a beaucoup travaillé sur ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'à la fin de la chaîne de production, vous avez un produit qui va sortir et on va en vérifier la qualité par la prise d'image. Donc là aussi, c'est de l'analyse d'image. Donc vous avez des caméras haute définition qui vont prendre plusieurs photos de cette pièce, de ce produit final, et qui vont les comparer à une base de données de photos de pièces qui sont bonnes et de pièces qui sont flaguées mauvaises avec des défauts. Et donc, l'algorithme va comparer les images, pixel par pixel, et va identifier la possibilité de présence de défauts dans une pièce, et va donc donner un résultat sous forme de probabilité, comme d'habitude. C'est toujours pareil, c'est la probabilité d'occurrence d'un événement, donc on va dire la probabilité d'occurrence de présence d'un défaut dans une pièce manufacturée, et ensuite on prend la décision de mettre cette pièce de côté ou pas. Donc la décision va s'en suivre. Tout ce qui est trading, bien entendu, il faut donc dans le domaine bancaire, tout ce qui est prédiction et gestion du risque.
par prédiction de comportement d'entreprise ou d'individus dans des remboursements de prêts, dans de la fraude, alors bien entendu tout ce qui est anti-money laundering va utiliser énormément des processus d'intelligence artificielle pour essayer d'identifier des patterns et de prendre bien entendu encore une fois des décisions. Donc voilà, très rapidement, vous voyez, les domaines sont très vastes. Vous voyez encore une fois ce que je vous ai dit au début, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, chaque fois qu'il y a un choix à faire et qu'on est confronté à l'incertitude en face de ce choix, il y a de la place, il y a une opportunité pour l'intelligence artificielle. Alors comment est-ce qu'on va faire pour démarrer un projet? Pour démarrer un projet, on va avoir plusieurs étapes. D'abord, la première, c'est de bien identifier ce que l'on a à faire, le problème que l'on a à résoudre. Quel est le problème que j'ai en face de moi? Quelle est la décision que j'ai à prendre? Donc ça, c'est du niveau stratégique très souvent. Une bonne analyse de l'entreprise, une bonne analyse de l'ensemble des processus de l'entreprise, des décisions qu'il y a à prendre à tous les niveaux, que ce soit au niveau stratégique, opératif ou au niveau tactique. Quelles sont les décisions qu'il va y avoir à prendre et y a-t-il la possibilité de bénéficier d'une aide dans cette décision? Et l'aide va être la probabilité d'occurrence d'un événement dans le futur. Est-ce qu'il est possible de le faire? Une fois qu'on a commencé à identifier ça, il va d'abord falloir quantifier les retours possibles. Est-ce que ça vaut le coup? Économiquement, est-ce que l'investissement que nous allons faire dans un projet d'intelligence artificielle qui va optimiser un process, est-ce que je vais avoir un retour sur cet investissement? C'est-à-dire qu'est-ce que l'augmentation de la qualité de mes choix et de mes décisions va amener une augmentation de profit telle que je vais avoir un retour sur cet investissement. Donc ça, décision d'investissement classique, quels vont être les retours? Il faut regarder les retours, non seulement les retours financiers, mais les retours dans l'ensemble de l'entreprise également. Vous avez par exemple aujourd'hui une utilisation dans le domaine de l'industrie manufacturière sur des chantiers ou sur des chantiers de construction également en termes de sécurité. Vous avez des caméras de sécurité qui vont analyser en permanence, toujours en comparaison avec des situations précédentes qui ont été apprises par un algorithme et qui va identifier des situations dangereuses par exemple. Qui va identifier quand quelqu'un va rentrer sur un chantier sans son casque, ou quand quelqu'un va rentrer dans une zone interdite parce qu'une machine est en travail et qu'il ne doit pas être là parce que c'est dangereux. Tout ça va être identifié. Donc là, on n'a pas un retour immédiat, c'est un retour indirect sur la qualité du travail, sur la sécurité, sur la qualité des personnes, etc. Donc il faut prendre en compte tout ce contexte-là. Ensuite, planifier, bien entendu. Qu'est-ce que l'on va avoir à faire? Là, j'ai un choix à faire, j'ai donc une décision à prendre. Quel est le modèle dont je vais avoir besoin pour répondre à cette question? Quelles sont les données dont je vais avoir besoin pour enseigner à ce modèle, pour entraîner ce modèle? Donc, commencez à planifier tout ce dont vous allez avoir besoin pour les mettre en place. Et ensuite, communiquer et vendre le projet en interne, ce qui n'est pas la moindre des choses, parce que les choses risquent de changer. Vous allez parfois éventuellement avoir des retours difficiles, des personnes qui ne vont pas forcément vouloir aller vers ce changement. Et donc, il va y avoir une gestion du changement difficile parfois à faire. Donc, il va falloir communiquer en interne et vendre le projet. Anticiper la conduite du changement, je viens d'en parler, et cette conduite du changement ne doit pas être sous-estimée. Elle peut être rude, difficile, parce que parfois, l'implantation d'un logiciel, d'un système en intelligence artificielle peut être extrêmement disruptif au sein de l'entreprise. La première des choses que vous allez avoir, c'est déjà d'avoir la crainte de faire face à la crainte des personnes qui vont perdre leur travail, par exemple. La première des choses, c'est je vais être remplacé par un robot et je vais perdre mon travail. Donc ça fait partie des choses qu'il va falloir gérer en interne et qu'il va falloir conduire très en amont. Et ensuite, commencer le projet. Donc, le projet commence avec les données. Donc, il commence d'abord avec l'identification du problème, de ce qu'on en a à faire. Et une fois qu'on a rétro-ingénieré l'ensemble, c'est-à-dire
le problème à résoudre, la décision à prendre, le modèle dont on a besoin et ensuite les données. Donc là, on commence le projet par les données. Il va falloir aller les chercher, ces données. Où est-ce qu'elles sont? Il va falloir aller les chercher, il va falloir les nettoyer, ce qui est l'autre phase. L'acquisition des données et le nettoyage des données prend à peu près 80% du temps attribué à un projet en intelligence artificielle. C'est vraiment du 80-20. 80% du temps va être dédié à identifier les données, acquérir les données, mettre en place la base de données, la nettoyer, trouver les erreurs, les données manquantes, les outliers, et avoir la donnée la meilleure possible. C'est absolument essentiel. Et ça, surtout à ne pas sauter cette étape et à ne pas couper les coins dans cette étape. Ensuite, on va modéliser. Modéliser, c'est l'aspect glamour. Tout le monde dit bah, ça, c'est effectivement ce qu'on aime faire. C'est là où la magie opère. On va appliquer les modèles mathématiques et puis on va en voir les résultats. Ça ne prend pas forcément énormément de temps. Ça va sur l'ensemble. Je dis 80%, c'est la préparation des données. On va avoir à peu près 10 à 15% du temps sur la modélisation et ensuite 5% du temps sur la communication et l'acquisition de l'adhésion. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer les résultats et démontrer que les résultats de cette modélisation et de ce projet en IA va apporter quelque chose de bénéfique à l'entreprise, démontrer que ça fonctionne. Là aussi, c'est pas évident parce que il va falloir combattre un certain nombre d'a priori, un certain nombre d'attentes. Il faut gérer les attentes au départ. Les modèles ne sont jamais parfaits. Et il va falloir faire des choix sur les imperfections et des choix sur les erreurs. Un modèle fait des erreurs. Il faut les accepter en tant que telles. Donc, il faut communiquer sur quelles sont les erreurs auxquelles on va avoir à faire face et comment est-ce qu'on va accepter et mitiguer ces erreurs. Vous allez avoir souvent des personnes qui vont vous dire « moi, je n'accepte pas les erreurs ». Si vous révolutionnez l'ensemble et que vous mettez un système en intelligence artificielle, il doit être à 100% crédible et ne jamais faire d'erreur, sinon je ne lui ferai pas confiance. Ça n'est pas possible et il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie et beaucoup de conviction pour faire accepter un modèle qui n'est pas parfait et qui ne sera jamais parfait. Un modèle parfait, ça n'existe pas. Comme une base de données parfaite, ça n'existe pas. Une fois que cela est fait, il va vous falloir à ce moment-là déployer ce modèle. C'est là que rentrent en compte tous les départements IT de technologie d'information qui vont mettre en place ces modèles-là sur un ensemble de technologies. Donc, il va falloir mettre en place des serveurs, des éléments de robotique, des éléments d'acquisition de données, etc., de façon à déployer l'ensemble. Et enfin, et non des moindres, c'est contrôler et maintenir. Puisqu'une fois que c'est fait, c'est pas fini, c'est en place, ça fonctionne, c'est déployé, tout le monde est content, mais maintenant il va falloir le maintenir. Les choses évoluent, il va falloir être sûr que l'algorithme, si c'est un algorithme en machine learning, qu'il apprenne bien, qu'il y a bien un cycle de réapprentissage, qu'il se fasse de façon régulière, que les données qui reviennent du réapprentissage soient toujours de bonne qualité. Donc, il y a un aspect de maintenance qui est nécessaire, de façon à vérifier que les résultats de l'algorithme et les résultats du processus soient toujours en ligne avec les attentes. Donc, voilà en gros les différentes étapes qu'il va vous falloir suivre. Rappelez-vous un certain nombre de choses. Rappelez-vous d'abord qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans les projets en intelligence artificielle. On ne fait pas de l'intelligence artificielle parce que mes concurrents en font et parce que mon voisin m'a dit qu'il fallait que j'en fasse. Il y a une vraie valeur ajoutée et il est relativement facile de la trouver. Et il n'est jamais trop tard pour commencer un projet en IA. Jamais. Il y a énormément de possibilités. Il faut être raisonnable et ne pas vouloir tout faire à tout prix. Il faut vraiment contrôler le cadre du projet avec une bonne définition du problème à résoudre. On est aujourd'hui dans le monde de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qu'elle est excellente dans une tâche. Donc, il faut bien définir cette tâche. Ne demandez pas à votre algorithme ou à votre machine que vous mettez en place de tout faire, de résoudre tous les problèmes et de tout faire à votre place. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très bonne à une tâche. Jouer aux échecs, prédire le temps, conduire une voiture, c'est une tâche. Donc, soyez sûr que vous allez bien circonscrire le domaine d'application de votre projet.
Et s'il y a plein de choses à faire, faites-les les unes après les autres, mais en définissant bien les domaines d'application. Ayez une stratégie. Ayez une stratégie, c'est-à-dire ayez quelque chose qui va être une application dans le temps, avec un certain nombre de domaines bien particuliers. Avancez par étapes. Avancez par étapes, donc à court terme, voyez quelles sont les solutions que vous allez pouvoir avoir. À moyen terme, expérimentez la technologie. Et puis à long terme, vous pouvez éventuellement travailler avec des universités, avec des laboratoires, si votre projet est quelque chose d'ambitieux et quelque chose d'assez important. Un point important, ne pas déléguer à l'équipe technique. Très souvent, des erreurs qui sont faites dans les entreprises, c'est de déléguer le projet en intelligence artificielle à l'équipe de la technologie de l'information, à l'équipe TI ou IT. Simplement parce que ce sont des ordinateurs, c'est vous qui gérez les serveurs, vous travaillez avec des ordinateurs, donc vous allez faire de l'intelligence artificielle. Donc vous avez compris au début que l'intelligence artificielle, ce sont d'abord des mathématiques. Les ordinateurs sont un moyen, mais sont d'abord des mathématiques. Et malheureusement, souvent, les départements IT ne sont pas équipés pour faire un projet en intelligence artificielle. Et très souvent, ça va à la catastrophe. Donc, faites attention à ça. Assurez-vous que si vous le donnez à votre département IT, vous avez à l'intérieur de votre département des data scientists, des gens qui savent gérer des algorithmes en intelligence artificielle et pas seulement à programmer sur des ordinateurs. Gérer le changement, on l'a vu, c'est une étape importante. Prioriser la transformation numérique, c'est par là qu'il va falloir commencer. Pour faire un algorithme, il faut des données. Donc, il va falloir acquérir ces données ou les avoir en interne. Donc ça, l'une des premières des choses, c'est toute la révolution numérique de votre entreprise. Une chose importante à se rappeler également, c'est de mettre en place une veille et de rechercher des partenaires. Les choses évoluent énormément dans ce domaine-là, donc mettez en place une veille, regardez ce qui se passe, renseignez-vous, soyez au courant des évolutions dans le domaine, de ce qu'au fond, non seulement vos concurrents, mais comment évolue la technologie également. Ne faites pas cavalier seul, faites-vous aider. Ce ne sont pas des projets faciles, donc faites-vous aider par des professionnels, ça sera beaucoup plus facile. Il va vous falloir avoir une équipe. L'équipe, ça va être, vous avez ici l'ensemble des tâches et des skills qui vont être nécessaires. Il va vous falloir un data scientist, au moins un. Il y a aujourd'hui des data scientists qui sont spécialisés en deep learning, parce que c'est vraiment un domaine bien particulier. Il va vous falloir un data analyst qui va analyser les données mais qui ne va pas faire de modélisation. Il va vous falloir un domaine expert ou un business translator, c'est la personne qui va faire le lien entre votre business et l'équipe de modélisation, qui va comprendre, si ce n'est pas vous qui le faites, il va falloir quelqu'un qui comprenne véritablement votre entreprise et qui soit capable de le traduire en termes techniques et de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous faire comprendre également ce que les techniciens ont fait. Un data engineer, c'est absolument clé. Un data architect, c'est celui qui va mettre en place la base de données et il faut qu'elle soit mise en place en fonction de ce dont les modeleurs vont avoir besoin, en fonction des besoins des data scientists. Ensuite, tout ce qui est développement, donc des ingénieurs en DevOps et tout ce qui est développement du back-end et du front-end, donc tous les développeurs en software. Et enfin, pas le moindre, un project manager. Vous voyez qu'il y a énormément de skills différentes, il y a énormément de domaines qui vont être en interaction. Il est essentiel d'avoir un project manager qui soit très pointu et qui garde tout ce petit monde-là en ligne. Un mot rapide sur les responsabilités. Lorsque vous démarrez un projet en intelligence artificielle, assurez-vous bien d'en comprendre l'impact, d'en mesurer l'impact dans votre entreprise et autour de votre entreprise. Soyez très transparent, communiquez énormément, expliquez ce que vous faites, expliquez même ou faites venir quelqu'un qui va expliquer les aspects techniques de façon à être sûr que vous allez emporter l'adhésion à l'intérieur et à l'extérieur. Assurez la formation des parties prenantes. Si vous pensez que les personnes avec lesquelles vous allez travailler sur ce projet ou qui vont être des stakeholders du projet, qui vont être les parties prenantes, n'ont pas le niveau de connaissance suffisant, formez-les.
C'est absolument essentiel. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour éviter les peurs, les craintes, pour faciliter et huiler la gestion du changement, soyez sûr que tout le monde est au même niveau de connaissance. Donc, soyez sûr d'assurer la formation des personnes dans votre entreprise. Protéger les données et assurer la cybersécurité, ça c'est votre responsabilité et vous avez une responsabilité légale et pénale sur la protection des données et la cybersécurité. Donc faites très très attention à cet aspect-là qui est un aspect plus technique mais auquel il faut faire très très attention et contrôler en permanence, contrôler tout. Il y a énormément d'aspects de domaines dans lesquels ça peut mal aller. Et il faut essayer de les détecter le plus avant parce qu'au bout, ça va être votre responsabilité. Ça va être la responsabilité de l'entreprise et votre responsabilité ou la responsabilité du modeleur. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu un ordinateur aller en face d'un tribunal et je ne pense pas qu'on le verra. Donc, ce sera toujours un être humain à la fin. On ne pourra pas se cacher derrière la machine. Donc, faire très, très attention. Je voulais vous présenter rapidement une petite étude de cas, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais voir ça très très rapidement. On va passer à travers très très rapidement. Le contexte, c'est une société qui est en cours de digitalisation, qui a énormément de factures qui arrivent. La lecture de ces factures et l'extraction des données se fait de façon manuelle, donc il y a une armée de personnes qui tapent et qui rentrent les données, donc ça prend du temps et ils font des erreurs. Donc le but, c'est d'automatiser cela, donc la valeur ajoutée, c'est de faire moins d'erreurs et d'aller plus vite. Donc là, on va mettre en place un algorithme qui va être capable d'apprendre et reconnaître des documents images, de savoir où sont les informations à comprendre, à retirer et les mettre dans un fichier. Donc voilà très très rapidement comment ça fonctionne. Vous avez une interface dans laquelle vous allez pouvoir faire rentrer un document. Donc vous sélectionnez un document, vous le faites rentrer. Le document va apparaître ici en ligne. En l'occurrence, c'est une facture. Cette facture, une fois que vous allez l'ouvrir, il va falloir apprendre au logiciel comment est-ce que ça fonctionne. Donc, vous avez des champs que vous voulez extraire, par exemple la date de la facture, le montant, la taxe, le montant après taxe, le numéro de la facture. Donc, par exemple, le montant après taxe, ici, va être indiqué. Donc, vous allez pointer sur les deux et dire à la machine où sont ces informations-là. Une fois que c'est fait plusieurs fois, la machine va apprendre et ensuite, il lui suffit d'avoir un nouveau document qui arrive pour le lire, extraire les données et, comme c'est indiqué ici, sortir les données sous la forme d'un fichier CSV que l'on peut downloader. Et à ce moment-là, voilà, quand vous le downloadez, vous avez un fichier avec l'ensemble de ces informations qui ont été extraites de la facture de ce document-là. En conclusion très rapide, l'intelligence artificielle, c'est d'abord de prendre des décisions à cause de l'incertitude du futur, conserver en tête l'évolution de la donnée à l'information au savoir, que c'est fondé sur la reconnaissance de motifs répétitifs, que vous avez l'évolution entre les analyses descriptives, diagnostiques, prédictives et prescriptives, que vous avez des modèles supervisés, non supervisés, des régressions et des classifications, et que vous devez d'abord définir le but stratégique du projet, que vous devez communiquer, enrôler l'équipe en fonction des différents besoins. Vous l'avez vu, quels sont les différents types de personnes dont vous avez besoin. Acquérir les données, les nettoyer, c'est extrêmement important. Les modéliser, ça va être le but de votre équipe. Déployer ensuite le modèle et gérer le changement parce qu'il va y avoir énormément de changements qu'il va falloir gérer. J'en ai fini. Je ne sais pas si on peut ouvrir et si on a des questions, parce que pour l'instant, je ne vois pas la plateforme, mais je vais regarder. Alors, quel volume de données est nécessaire et suffisant pour pouvoir modéliser les prises de décision permanentes? Ça, c'est une bonne question et c'est un sujet permanent pour les modeleurs. Il y a aujourd'hui la possibilité de modéliser sur de petits volumes de données. Donc, ça devient de moins en moins un problème. Bien entendu, on est dans le monde du big data, donc le plus il y en a, le mieux c'est. Et aujourd'hui, on travaille sur des volumes absolument gigantesques de données.
Mais on peut arriver, comme on le fait avec les sondages, à avoir des modèles qui peuvent tourner sur quelques centaines de données. Donc vraiment sur des petits échantillons. Bien entendu, les résultats sont moins précis. Donc là aussi, il faut gérer les attentes. Plus il y a de données, mieux c'est. Mais quelques centaines d'informations, on peut arriver à faire des modèles. Alors bien entendu, si on est sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'informations, alléluia, c'est parfait. Là, on peut faire des modèles très très précis. Mais il est toujours possible de modéliser sur des petits volumes. La présentation sera disponible, oui. Merci. Un exemple au niveau de l'assignation d'une ressource à un travail. Oui, alors là, dans ce domaine-là, il y a, alors c'est tout ce qui est algorithme de matching. Ça a commencé ne serait-ce que par les plateformes de dating. Et tout repose véritablement là-dessus. C'est-à-dire que vous prenez un élément, donc une personne, une autre personne, et vous voyez s'il y a un fit, s'il y a une possibilité d'entente en fonction d'expériences passées. Ça fonctionne très très bien avec les plateformes de dating, et en fait, on a fait exactement la même chose dans le domaine des ressources humaines. Donc, il y a aujourd'hui des algorithmes d'intelligence artificielle qui font du matching entre la description de poste et des CV et des résumés. Donc, si vous avez par exemple une entreprise qui a 10 000 résumés, 10 000 CV en archive et qui édite une description de poste, on peut trouver les 3 ou 5 CV qui matchent le mieux cette description en fonction de ce qui a été donné. Ça se fait par du Natural Language Processing. Ça se fait très très bien. Pareil pour des personnes sur une fonction. Alors là, on peut aller beaucoup plus loin parce que la capacité de générer et d'analyser beaucoup plus de volume peuvent nous permettre d'aller chercher sur des comportements de personnes à l'extérieur, sur ses comportements dans les réseaux sociaux, sur l'ensemble de son réseau d'amis, etc. et de voir s'il peut y avoir un fit avec la culture de l'entreprise, ce qui commence à devenir un peu plus délicat, mais ça se fait. Ça se fait, donc la réponse est oui, tout à fait. Les compétences qui ne doivent pas être jumelées pour assurer un succès. Alors, les compétences qui ne doivent pas être jumelées, il faut faire attention, bien entendu, qu'il n'y ait pas d'overlap entre les deux. Mais chacun a bien son métier. Vous avez vu l'ensemble des compétences. En fonction du projet, il y en a qui ne sont pas forcément nécessaires, mais vous aurez de toute façon besoin d'un data scientist, d'un data analyst, d'un data architecte. Ça, c'est la base. Ce sera absolument nécessaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sinon, recontactez-moi par email et j'y répondrai mieux. Ce qu'il faut techniquement en termes de mémoire logicielle pour commencer un projet en IA. Alors, ça dépend de la taille du projet et ça dépend du volume d'informations qu'il y a. Les algorithmes peuvent être très, très gourmands. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on bascule des CPU à des GPU, qui sont des processeurs beaucoup plus puissants, qui sont essentiellement destinés à l'analyse d'images. Un des derniers projets qu'on a fait, notre client a dû changer complètement son serveur parce qu'on l'a mis à genoux, il n'y arrivait pas. Donc, ça dépend complètement du projet. Vous pouvez très bien faire un projet sur un laptop. Moi, ça m'arrive. Sur mon laptop, je peux très bien faire un projet qui fonctionne très, très bien. D'autres vont avoir besoin de serveurs extrêmement puissants. Vous avez une alternative qui sont aujourd'hui les cloud computing. Donc, vous avez Amazon, IBM et Google en particulier, les trois, qui mettent à votre disposition des plateformes, de computing platforms qui vont vous permettre d'utiliser des serveurs à la demande et de voir. Alors, c'est une bonne manière de tester, de voir ce dont vous avez besoin. Et après, de faire le choix. Si vous avez besoin de l'acquérir, de le prendre vous-même et de le mettre chez vous, ou d'outsourcer et de faire le travail sur le cloud. De plus en plus, on le fait sur le cloud. Pour plein de raisons, c'est plus économique et c'est plus sûr.
c'est plus sûr parce que c'est hyper protégé et puis c'est loin. Un serveur dans vos bâtiments, eh bien, il va déjà falloir le protéger physiquement parce qu'on pense aux cyberattaques, mais le meilleur moyen d'acquérir votre donnée, c'est de forcer votre porte et de prendre votre ordinateur et c'est beaucoup plus facile. Donc, faut faire attention à ça et faut faire attention à ça également. Donc, je suis désolé, la réponse c'est ça dépend, mais il y a toute la gamme, du laptop à 50 GPU sur le cloud. Ça dépend du volume et de la complexité de l'algorithme. Un projet concret donc, que vous avez réalisé dans l'industrie financière et qui a apporté beaucoup de valeur. Dans l'industrie financière, de projets concrets, ça a été, et puis parce que ça a été mon travail pendant 20 ans, c'est essentiellement dans la gestion du risque, dans la gestion du risque crédit. Donc tout ce qui est scoring de crédit, c'est-à-dire la probabilité pour une entreprise ou un individu de payer en retard ou de faire faillite. Et en donnant une probabilité très précise, ça va permettre à une institution financière de faire une modélisation du risque, de calculer le montant à risque qui est à risque de ne pas être remboursé, d'être perdu, et à ce moment-là, de gérer son risque en prenant des décisions qui sont très claires et très précises. C'est oui ou non, nous acceptons ce client, et si oui, quel va être le montant limite du prêt qu'on va lui accorder, quel va être le taux d'intérêt et quel va être le temps et le remboursement. Donc voilà, c'est un exemple où ça apporte énormément de valeur parce que ça permet de gérer le risque. Donc j'ai fait ce travail-là pour des institutions financières, pour des fintech, bien entendu, où c'est un domaine bien particulier qui peut apporter beaucoup. Des exemples de projets en IA dans le domaine public, la ville et les ministères. Oui, j'en ai parlé vaguement au début dans le domaine de la ville intelligente. Vous avez les 5 piliers de la ville intelligente, donc qui sont le trafic. La gestion du trafic dans la ville, c'est quelque chose qui va apporter énormément dans le futur parce que quand vous imaginez le temps passé et perdu dans des embouteillages, si vous prenez ce temps-là et que vous le mettez en termes soit de production, soit de repos, c'est de l'argent directement en bottom line sur les entités, sur les villes, sur les pays, etc. et dans les entreprises. Donc, la gestion du trafic, la gestion de la santé, à la gestion de l'enseignement. On le voit aujourd'hui, l'enseignement à distance va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, il y a énormément de travail à faire dans ce domaine-là. Dans le domaine de la sécurité. Alors, il faut faire attention dans le domaine de la sécurité parce qu'on est borderline avec les problèmes de vie privée, mais on voit des extrêmes en Chine. On a vu des cas intéressants aux États-Unis. En Europe, il y a des éléments qui commencent, donc ça s'associe avec la mise en place de caméras de surveillance, l'association avec les forces de l'ordre, et ça permet aux forces de l'ordre d'être plus efficaces en les dirigeant, en leur donnant ce savoir qui est la probabilité d'événement, d'occurrence d'un événement. Si on sait qu'il y a plus de probabilité qu'un événement va se produire dans une partie de la ville, on va pouvoir y prépositionner les forces de l'ordre. Voilà, donc ça fait partie. Alors, mais il y a une quantité dans le domaine public. Gestion des travaux, gestion de la logistique, gestion des approvisionnements, optimisation des flux d'approvisionnement. Il y a énormément de gestion de tout le trafic de documents, gestion des documents, classification des documents, extraction des données de documents. Tout ça peut être automatisé. Il y a énormément de domaines d'application là-dedans. Et voilà, je ne vois pas d'autres questions. Dites-moi si j'en ai perdu. Alors, attendez. Et voilà, c'est tout. Bon, si j'ai raté une question ou si j'ai pas bien répondu à l'une de vos questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un petit message, un petit email, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. J'ai débordé un petit peu, je suis désolé pour ceux qui ont dû partir. Il est maintenant 12h10, mais je remercie tous ceux qui ont bien voulu nous rejoindre. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner des nouvelles. Je vous souhaite une excellente fin de journée et bon courage dans les circonstances qui sont les nôtres en ce moment, et stay safe, faites attention.
Merci, à bientôt.